Nouveau numéro de Reporter le Doc, le magazine de reportage long format de France 24. À l'heure où le débat sur l'héritage de la colonisation reprend de la vigueur en France et dans ses anciennes colonies où l'on déboulonne les statues et rebaptise les avenues, arrêtons-nous sur un exemple édifiant de ce qu'a été le système colonial. Direction la Côte d'Ivoire. Là-bas, au début du XXe siècle et jusqu'à l'indépendance, on a mis en place tout à fait officiellement un système d'abandon d'enfants. Des enfants métis, nés des amours presque toujours contraints d'une femme ivoirienne, une indigène comme on disait à l'époque, et d'un colon français qui n'avait la plupart du temps nulle intention de l'épouser, lorsqu'il n'avait pas d'ailleurs une autre famille officielle en métropole. Ce système aussi cynique qu'efficace a donc institutionnalisé cet abandon d'enfant. Le père n'avait pas à s'en soucier et l'enfant, arraché à sa mère, était confié à des orphelinats où il recevait soins et éducation aux frais de la France. Caroline Dumais, dans ce reportage exceptionnel que vous allez découvrir, nous emmène à la rencontre de ces enfants qui ont aujourd'hui plus de 80 ans pour certains. À travers leurs témoignages bouleversants, on mesure la déchirure de leurs histoires respectives entre quête des origines et ressentiment vers la France. Les enfants cachés de la France coloniale, c'est un document de reporter sur France 24, signé Caroline Dumais. Il n'a pas connu mon père. Il n'est pas trop tôt, et moi j'étais encore bébé. Je suis venu d'entendre que mon père a participé à la création de ce jardin botanique. Il était ensuite affecté au Bénin, toujours dans le cadre de la création des palmiers à huile. Et puis, moi je ne l'ai pas connu. Hein. Mes fils me demandent, mais pourquoi le papy, il est blanc? Pourquoi il est blanc et puis ses autres frères sont noirs? Bon, il faut expliquer. Et les enfants, ils posent des questions. Des fois, moi, je n'ai pas les réponses, mais bon, et c'est des questions souvent embarrassantes. Bon, l'histoire a été cachée, c'était caché dans un tiroir, dans un placard, enfermé dans un placard pour ne pas que l'opinion publique sache. André Manquet a passé son enfance ici, dans l'orphelinat qui jouxte le jardin botanique de Bingerville. Il avait à peine 10 ans quand il est arrivé devant cette immense bâtisse, après plusieurs heures de marche à pied, escorté par des gardes coloniaux. C'était en 1939, il y a plus de 80 ans, mais il s'en souvient comme si c'était hier. Je le vois tout en larmes. Ah. Avec beaucoup d'émotions. Ça m'a touché, quoi. Ça m'a pas beaucoup de souvenirs. André a été l'un des tout premiers pensionnaires de ce qui s'appelait à l'époque le foyer des Métis. Placé dans l'ancien palais des gouverneurs de la colonie française, l'établissement accueillait les enfants des colons blancs avec des femmes africaines. André habite toujours à Nono, l'ancien village de pêcheurs où vivait sa mère et qui fait aujourd'hui partie d'Abidjan. Il a longtemps eu honte de son passé, il n'avait jamais raconté cette histoire à ses enfants. Son père, René Guérard, était ingénieur agronome. Il est arrivé dans les années 30 afin d'introduire de nouvelles plantes en Côte d'Ivoire. Il a eu 2 enfants avec sa mère, qu'il avait reconnus à la naissance avant de les abandonner. C'est dit que c'est le papa de ton papy. Le papa de ton papy. Le papa de papy. Pas papy, c'est le papa de papy. Tu vois? Hein? Tu comprends même? Le papa de papy. Un colon. Un colon. Je jouais dans la rue, je vois des gens
Petit, viens. Il s'est dit, qu'est-ce que tu fais ici? Ici, c'est mon village. Il dit, et ta maman? Maman est allée au champ. Ils sont venus me chercher pour aller à Batteville de force. Oui. Et ça a provoqué un choc à la tante. Qu'on peut enlever son enfant comme ça. À ce moment-là, je m'appelle Gérard, du nom du colon. Eux, on a changé mon nom. On dit, mais Gérard, c'est fini. Au bout de votre maman. Mais la tante est venue, elle aussi pleurait. Elle a tenu à m'accompagner jusqu'au foyer. Elle a vu qu'il était seul. Non, il était 39. Donc déjà, avant moi, il y avait 38 filles et garçons. Voilà. Arrachés à leur mère, obligés de couper les ponts avec leur père, les métis des colonies étaient séparés du reste de la société. La décision a été prise en 1903 par le gouverneur général de l'Afrique occidentale française. Chaque grande ville de l'Empire devait fournir un espace. En Côte d'Ivoire, on les place dans ce bâtiment de Bingerville qui servait de résidence au gouverneur et qui a été abandonné quand on a choisi de transférer la capitale à Abidjan. Édouard Assamoah est l'un des rares Ivoiriens à avoir travaillé sur ce pan caché de l'histoire. Parce qu'il a aussi fait ses classes ici, beaucoup plus tard, quand le foyer des Métis est devenu orphelinat, mais aussi parce qu'il est très attaché à ce bâtiment au sein duquel il a vécu heureux et dont les pensionnaires sont devenus au fil du temps sa famille. Il cherche aujourd'hui à le rénover. Tout ce qui est ossature du bâtiment tient encore. C'est l'étanchéité. Parce que c'est devenu une éponge. Donc le plus gros poste, c'est de refaire entièrement la toiture. Il a monté une association et il a écrit un livre pour attirer l'attention sur l'histoire de ce bâtiment, révélant à beaucoup la tragédie qu'ont vécue en ces lieux les premiers écoliers. Ces colons qui avaient des enfants avec les autochtones, il y avait des militaires, il y avait des gens qui travaillaient dans l'agriculture, qui venaient en mission là, qui étaient du passage. Et ces enfants étaient abandonnés ici en Côte d'Ivoire. Et pour leur donner une éducation, l'administration coloniale de l'époque décide d'ouvrir ces espaces-là pour les regrouper et leur donner une éducation. On les recherchait. J'ai des témoignages où on allait les chercher dans les villages. Quand on envoyait un, on envoyait les gardes chercher, voir la famille, et prendre l'enfant, l'envoyer à Bingerville. Donc il y avait cette volonté de les rechercher et de les regrouper dans un espace. Ils se sont retrouvés là. Chacun d'entre eux a dû comprendre qu'ils se retrouvent là parce qu'ils ont presque la même histoire. C'est le destin qui les a forcés à arriver là. Et ensemble, ils vont construire une nouvelle famille. Nous sommes orphelins, mais nous avons un beau palais. C'est-à-dire que ce bâtiment-là, dans leur singularité d'orphelins, c'est ce palais-là qui représente tout ce qu'ils ont. Ce palais sur la colline, voilà le foyer des métis. Ils ont tous les bras et joyeux, les yeux rieurs, les animés. Les enfants du foyer ne se sont effectivement jamais quittés. Ils chantent encore la marche des bambins auprès de leurs doyens. Tous ici sont nés avant l'indépendance, quand le pays appartenait encore à la France. Ils ont été placés au foyer. Ils avaient alors le statut de pupilles de la nation. Mais chaque histoire a ses particularités et chaque histoire est un drame personnel. Mon histoire est différente parce que mon père était ce qu'ils appelaient un commandant de cercle, quelque chose comme ça. Il passait son temps à faire des tournées à travers la Côte d'Ivoire. Et quand il est arrivé dans ma région, ma mère a été le cadeau de bienvenue qu'on lui a offert. Comme ça se faisait. Il arrive un blanc qui est responsable, on le reçoit, on l'accueille et on lui offre un cadeau de bienvenue, donc une femme. Et donc, leur histoire a duré 48 heures, d'après ce que ma mère m'a dit. Pensez donc, une pauvre villageoise, elle était très jeune, analphabète, elle se contentait de vendre ses légumes, qui se retrouve, tout ce qu'elle avait, c'était sa beauté, elle était très belle.
Et est-ce qu'il se retrouve tout d'un coup dans une situation aussi humiliante? Elle a préféré quitter le village quand j'avais 3 ans. C'est lourd à porter. Pour la simple raison que vous subissez nous avons subi beaucoup d'humiliations. Nous continuons d'en subir. Pour nous, c'était difficile. Ça a été très difficile. Mais de toute façon, dans les journaux, sur Internet, vous regardez, les Français ont bien écrit que ces métis étaient les bâtards de la République. Et c'est inscrit noir sur blanc que nous sommes les bâtards de la République. Moi, par exemple, mon père, il était planteur à Gagnois. Il a pris ma mère à l'âge de 16 ans. Elle a vécu 10 ans. Il disait que ma mère ne faisait pas d'enfants. Au moment où il a vu en 1946 qu'elle était en grossesse, il a foutu dehors. Moi, je suis parti plusieurs fois en France, je pouvais le rechercher. Mais 2 fois dans mon cœur ici, je voulais l'assassiner. Non, mais c'est vrai. En créant le foyer des métis, c'est nous envoyer à l'abattoir parce qu'ils savaient ce qu'ils faisaient. Ils avaient déjà légalisé ce système. Faites des enfants et puis on va les mettre au foyer des métis. C'est tout. Moi, par exemple, je me considère comme une victime de la colonisation. Et il faut qu'on nous dédommage. Tout le monde. Et quand Philippe Meyer ressort les photos de famille, il en tremble de colère. Souvenir, sincère, hein. Tchac, tchac. Ses parents vivaient dans une plantation de Soubré au sud du pays. Sa mère a été chassée alors qu'elle était enceinte de 6 mois. Il a été élevé, comme beaucoup de ses gamins, par la grand-mère maternelle. Les descendants de colons refusent qu'on les qualifie de bâtards, pas même d'orphelins. Mais le droit colonial en avait fait des sujets, pas des citoyens. L'administration coloniale renforce ces discriminations par des pratiques locales qui compliquent l'état civil. À Bingerville, par exemple, l'admission au foyer était conditionnée par l'abandon du nom du père. Même pour ceux qui avaient été reconnus, on le remplaçait souvent par le prénom de la mère. Vous trouverez des noms féminins sur des hommes métis, ce qui est illogique. J'ai un extrait de naissance avec père inconnu. Mais j'ai le nom de mon père comme prénom. J'ai des terres en France, mais je ne suis pas français. Que j'ai acquis par héritage de mon père. Il ne m'a jamais abandonné. Mais seulement il ne savait pas où aller. Je vous dis, il était dans la forêt. Il coupait des billes, il plantait du cacao. Quant au président de l'association, dont le père a fait la guerre d'Indochine, il n'est pas non plus français. Mais comment peut-on, j'allais dire, nier l'identité même de ces personnes-là alors qu'ils avaient des droits? Nous étions pupilles de l'État français. C'était avant les années 60 de l'indépendance. Nous étions pupilles de l'État, donc enfants français. Et donc, si nous sommes les enfants de la France, comment pouvons-nous ne pas être français? C'est une aberration. C'est une aberration. Donc, nous revendiquons et nous voulons qu'on nous reconnaisse nos droits. Derrière le président, une dame garde le silence. Jeanne, 77 ans, en a pourtant lourd sur le cœur. Car ses droits, son identité, ont aussi été bafoués. Ça, c'est une plantation d'EBA. Mais nous, on n'a pas connu ça. Du temps des colons, EBA, ça n'existait pas. Avant, il y avait du café, du cacao, des avocats. Elle le sait, car c'est ici qu'elle est née, sur cette plantation de 2000 hectares, tout près du village de sa mère, qui était la domestique de l'un des plus grands propriétaires agricoles français du pays. Envahie par la brousse, il ne reste plus grand-chose de la maison de sa famille française, où elle allait parfois passer le week-end. On descendait, ça faisait une pente, voilà. La terrasse était là. Et la famille maternelle est toujours là, prête à raconter une histoire que personne n'a écrite. Et lui, son grand-père, il était le chauffeur du gouverneur de l'époque. Et ma mère, qui avait un peu tapé dans l'œil, comme on dit vulgairement, au blanc, il avait souhaité avoir ma mère comme
Une femme pour passer le temps, parce que bon, autrefois, on ne peut pas dire que les colons se mariaient, c'était rare. Sous la contrainte des menaces, il a accepté de donner sa sœur. Et c'est comme ça que je suis née. J'ai été un petit peu ballottée à droite, à gauche. On me laissait chez des amis pendant 1 an. Il allait faire de la politique. Après, il se souvenait qu'il avait laissé une fille quelque part. Il venait me récupérer. Jeanne avait été reconnue par la famille Reynard, dont l'un des membres était ex-conseiller territorial, président des anciens combattants. Sa famille française l'avait placée au foyer des Métis à l'âge de 7 ans, une famille très aisée, qui avait même financé la construction de la piscine de l'orphelinat. Mais à sa sortie de l'établissement, Olivier Reynard et son frère Jean avaient quitté la Côte d'Ivoire. Elle n'a jamais pu obtenir la nationalité française. Personne ne lui a jamais donné aucun détail sur cette famille paternelle, qui était pourtant l'une des familles françaises les plus connues de l'avant-guerre. Jeanne s'est aperçue très tard qu'elle n'est autre que la petite-fille de Théodore Reynard, ancien député de Savoie, lié aux familles Camondo et Rothschild, propriétaires de villas et de châteaux. Loin des châteaux, dans la colonie Côte d'Ivoire, hommes et femmes étaient réquisitionnés pour travailler dans les plantations ou dans les infrastructures. Le duvet soyeux qui recouvre les graines du cotonnier est cueilli par les femmes et les enfants chez les indigènes. Le travail forcé a duré jusqu'en 1946. Partout, les gardes coloniaux cherchaient des bras valides. Chaque village devait donner au moins 10 personnes. Et les colons s'appropriaient aussi des femmes pour s'occuper de leur maison. Elles tombaient souvent enceintes et étaient parfois contraintes d'avorter ou de changer de village. Sexe, race et colonie, le sujet est encore bien tabou dans l'histoire officielle française. Un collectif d'historiens a pourtant récupéré des milliers d'illustrations. Rares sont les pères qui, comme celui-là, assument pleinement ces enfants de couleur. Mais les photos des domestiques concubines sont en revanche très nombreuses. Ces femmes de blanc étaient très appréciées, car elles permettaient, disait-on, d'éviter les maladies vénériennes. C'est en tout cas ce que conseillait le docteur Jacobus, un haut fonctionnaire colonial qui prétendait avoir 30 ans d'expérience en la matière. Publié en 1893, son ouvrage « L'amour aux colonies » a été réédité 37 fois. C'est une sorte de bréviaire raciale et sexuelle. D'abord pour expliquer à ces braves colonisateurs que ce qu'ils font aux colonies n'est en rien perturbant pour leur statut social s'ils ont une fiancée ou une épouse en France. Premier point, important. Vous ne trompez pas votre épouse en ayant comme concubine une jeune indigène. Deuxièmement, c'est une typologie raciale en fonction des populations. L'odeur, la corporalité, la peau, les pratiques sexuelles de chaque population. Et troisièmement, c'est une manière d'expliquer aussi comment s'y prendre. C'est une sorte de guide. Donc un jeune qui prend le bateau, il est déjà fabriqué dans sa matrice. Dans une France et une Europe corsetée à la fin du 19e, où le corps des femmes n'est pas visible, où quelque part il y a peu d'espace pour libérer, entre guillemets, sa sexualité, il sait déjà que là-bas ça va être possible. C'est ça les colonies. C'est ça que fabrique cette matrice. Elle fabrique en fait un espace, entre guillemets, paradis sexuel, qui est un enfer pour ceux qui le subissent, où le corps de l'autre, comme la terre, appartient en fait aux colonisateurs. De ces safaris sexuels, des familles parallèles se constituaient en secret, loin de la métropole. Combien d'enfants sont-ils nés dans les plantations de bananes ? Personne ne le saura jamais, mais les lettres écrites sur le papier en tête de la famille de Jeanne en disent long sur le quotidien de ces années-là. J'ai depuis 1 an et demi un petit garçon de 12 ans, métis, qui s'est trouvé un jour abandonné. Nous avons gardé ce petit dont nous ne connaissons pas le père, et maintenant il est définitivement avec nous. La récolte sera bonne, j'ai placé un jeune métis qui s'en occupe fort bien. C'est le fils d'un de mes amis qui a 18 ans et est très bien dressé. J'ai un autre protégé qui est actuellement mobilisé en Afrique du Nord. C'est un autre métis que j'ai connu à Dimbokro. Tu vois, j'ai de quoi m'occuper. Jeanne est originaire de Tiasalé, là où les premiers colons se sont installés. Elle va régulièrement sur la tombe de sa mère, dont elle s'est occupée toute sa vie. Ça, vraiment, on en veut à la France.
On en veut à la France parce qu'ils nous ont parqués dans un foyer de métis, dans une institution. Oui, c'est le pays qui nous a abandonnés, c'est le pays qui n'a rien fait pour nous, c'est tout. Et ça fait mal. Quand on connaît l'histoire après, ça fait mal. Bien éduqués, ces métis se sont plutôt bien intégrés à la société ivoirienne, mais il n'en reste pas moins en quête de justice. Les membres de l'association du foyer des métis ont entrepris des recherches et depuis quelques mois, ils ont même avec eux une juriste pour les conseiller dans leurs démarches, qu'elles soient individuelles ou collectives. Patricia Armand, elle aussi, est fille de métis. Sa maman a été élevée à l'orphelinat de Bingerville, elle était même dans la même classe que Jeanne. Tu vois un peu ce genre de discrimination. Et puis, quand vous pensez qu'avec tout le moyen que mon père a, et il a des châteaux ici, il a des maisons par ici, bon, il est de ceci, de cela, et puis vous portez le nom Afoué, Adjoa, Amlan, et de pères inconnus, vraiment... Donc je pense qu'effectivement, au niveau des archives, on devrait pouvoir trouver tout cela. Et tous ceux qui figurent comme dans la liste de ces pupilles d'État et tout ça, je crois que la France, par une obligation morale, de leur rendre leurs droits. Le grand problème avec le droit, c'est la question de la preuve. On peut être titulaire d'un droit, mais pour pouvoir l'exercer, il faut pouvoir parfois... La charge de la preuve pèse sur la personne, le demandeur, comme il est dit en droit. Et cette preuve, elle est très difficile à trouver. Les actes de naissance ayant été changés par l'administration coloniale, personne, pas même Patricia, n'a retrouvé les documents originaux. Maman est née d'un père français, en tout cas présumé français, qui s'appelait Fernand Combalusier. Lorsqu'on a fait la demande à Nantes, où sont conservées les archives de la OEF, Nantes nous a répondu qu'il ne trouvait aucune trace de Fernand Combalusier. Lorsqu'on a fait la même démarche auprès des archives de la Cour d'appel de Dakar, il s'avère que Fernand Combalusier était administrateur foncier. Répartis entre la France et l'Afrique, les archives sont mal classées et mal conservées. Rares sont ceux qui ont réussi leur démarche. Parce que certains ont pu bénéficier de l'établissement d'un jugement supplétif avec une mention né de père inconnu, présumé français. Et ceux-là, ceux qui ont bénéficié de ce jugement supplétif un peu particulier qui concernait, qui était établi au profit des métis, ont pu avoir la nationalité française. Ces jugements supplétifs, normalement, étaient établis avant la majorité donc, de l'enfant métis, et l'administration s'en chargeait. Donc, certains en ont bénéficié, d'autres pas. Et c'est cette rupture de droit et cette discrimination qu'il faudrait certainement regarder, peut-être d'un point de vue qui n'est pas exclusivement juridique. À Abidjan, personne ne nous a ouvert les portes des archives de l'état civil colonial et les rares documents de cette époque qui pourrissent dans ce bâtiment du centre-ville laissent penser qu'elles sont de toute façon en très mauvais état. Si la démarche n'est pas juridique, elle sera politique. Les Ivoiriens souhaitent que la France s'inspire de l'exemple belge. En avril 2019, le gouvernement de Bruxelles s'est excusé auprès des enfants métis nés dans les colonies belges et a promis de les aider à rechercher leur identité. À l'indépendance, en 1960, le président Félix Houphouët-Boigny n'a pas soulevé cette question avec la France. Mais il a tout fait pour intégrer ces métis à la société ivoirienne. Plusieurs d'entre eux étaient par ailleurs dans le gouvernement, dont Auguste Mirmont, porte-parole du chef de l'État. Auguste Mirmont est aussi un ancien du foyer des métis de Bingerville. Il a conscience d'avoir eu une vie privilégiée, mais il comprend bien les frustrations de ses anciens camarades de classe. À partir du moment où un précédent a été établi dans un pays de l'Union européenne, je pense que la France devrait suivre cet exemple. Et si mes frères et sœurs de l'amicale des foyers des métis vous en ont parlé, c'est qu'ils en ont gros sur le cœur et que ça pèse sur leur vie. Donc je pense que l'État français devrait chercher justement à rétablir la vérité
Et puis peut-être à procéder quand même à quelques compensations, au moins sur le plan de la reconnaissance identitaire, voilà, ce qui leur donnerait droit à la nationalité française. Peut-être nous n'estimions pas nécessaire de réveiller de vieux démons, hein, et puis bon, qu'on estime que maintenant, plusieurs décennies après l'indépendance, ce débat peut être mené sereinement. Voilà. Pour les descendants de ces enfants de colons, connaître le passé permet de tourner la page d'une histoire familiale douloureuse. C'était les classes. Les classes. Les classes en bas et puis le premier dortoir. Et puis en haut, c'était la résidence du directeur. André a 90 ans. Il n'a plus honte de cet établissement où ont vécu comme lui des milliers de gamins dont le seul point commun était la couleur de la peau. Mais André ne peut quitter ce monde sans avoir réponse à ces questions. Il se demande encore si son père l'a abandonné ou a été forcé de l'abandonner sous la pression de l'État colonial français. Majestueux, l'ancien palais des gouverneurs se tient encore debout, comme pour rappeler à tous qu'il va être bien difficile d'enterrer à jamais le passé colonial. Et voilà pour ce document exceptionnel signé Caroline Dumay et Thaïs Brook pour France 24. À noter que des procédures judiciaires sont désormais en cours, mais elles concernent pour l'instant la Belgique. Ainsi, 5 femmes nées dans le Congo colonisé assignent l'État belge en justice pour crimes contre l'humanité. Nées d'un père blanc et d'une mère noire, elles reprochent à la Belgique les enlèvements systématiques des enfants métis opérés sur le territoire colonisé entre 1911 et 1960. Voilà, c'est la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter sur France 24.